En 1954, à l'aéroport international de Tokyo, un mystérieux homme fait son apparition. Cet homme se présente pour un contrôle douanier avec un passeport provenant d'un étrange pays, Taured, un pays qui n'existe pas. Et malgré l'insistance de l'individu pour prouver que ce pays existe bel et bien, il est placé à l'écart dans une chambre au dernier étage d'un hôtel, le temps de vérifier ses propos. Mais malgré les 2 gardes qui étaient devant sa porte d'entrée pour ne pas le laisser sortir, ils constateront avec stupeur que l'individu a disparu. Pour beaucoup, la seule explication à cette mystérieuse histoire serait qu'il provient d'un monde parallèle où le pays Taured existe. Et que donc, cette histoire serait la preuve qu'un visiteur d'une autre dimension aurait déjà été aperçu sur notre planète, et qu'une faille serait apparue en 1954 et qu'il l'aurait traversée. Alors les amis, si on peut penser que tout cela est faux, et que ce récit n'est qu'une histoire de science-fiction, il se pourrait bien que l'homme de Taured ait d'une certaine manière réellement existé. Monde ou univers parallèle, monde miroir, monde à l'envers ou encore multivers, tout cela parle d'un monde qui évolue en parallèle d'une autre et qui régit sur une structure qui lui est propre. Dans la science-fiction, la représentation d'un univers parallèle est faite de différentes façons, que cela soit naturel ou même artificiel. Car pour certains, on évoluerait actuellement dans une simulation à l'instar du film Matrix. La matrice, une structure créée artificiellement par les machines, un monde à l'identique d'une autre mais complètement artificiel dans le but de puiser notre énergie pour leur survie. Et des mondes parallèles dans la science-fiction, il y en a beaucoup. Je pourrais parler du monde à l'envers de Stranger Things, de l'univers connecté d'Existence, du sombre et fascinant Dark City, ou tout simplement celui de l'imaginaire d'Alice au pays des merveilles. Un monde qui cette fois-ci, comme pour le film Inception, est enfoui dans l'esprit. Mais il y en a encore bien d'autres et sous d'autres formes. Plus récemment, il y a un phénomène très intéressant et fascinant qui s'est développé sur internet, celle des backrooms. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour faire un très rapide résumé, cela provient d'une légende urbaine récente créée par des utilisateurs du forum 4chan. Il s'agit d'un endroit, ou plutôt de multiples endroits, vides de toute âme. Des endroits qui seraient comme une sorte de grand labyrinthe où, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut trouver une porte ou un chemin d'accès. Un endroit si vide et si vaste, il en est difficile de ne pas devenir fou. De plus, chaque niveau a sa propre identité, mais aussi ses propres dangers. Dans les couloirs vides se mêlent des créatures étranges et extrêmement dangereuses, au point où la mort en est inévitable. Et par ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi des réalisateurs ou même des scénaristes ne se sont pas encore jetés dessus. Parce qu'il y a vraiment moyen, avec un tel univers, de faire un film très anxiogène et incroyablement prenant. D'ailleurs, en parlant des backrooms, il est aussi facile de faire un parallèle avec le monde des Langoliers. Tirée d'une nouvelle de Stephen King et apparue en 1990, elle relate l'histoire de 10 passagers d'un vol entre Boston et Los Angeles qui, en traversant une déchirure de l'espace-temps, atterrit dans un monde vide et immobile. À l'atterrissage de l'appareil, personne dans l'aéroport. Le monde semble avoir été vidé de toute âme qui vit. Il n'y a pas d'air, pas de vent et les goûts et les odeurs semblent datés, comme s'ils existaient déjà depuis un certain temps. Ils n'entendent rien, un silence anormal dans un aéroport de cette envergure. Sauf que petit à petit, ils vont entendre un bruit. Un bruit au loin qui semble se rapprocher de plus en plus au point de devenir menaçant. Je n'en dis pas plus, je vous invite à lire ou à découvrir le téléfilm qui a été fait en 1995 et qui est toujours excellent. Personnellement, j'avais découvert ce film quand j'étais petit et par son ambiance vide, silencieuse, cela crée une angoisse très anxiogène. L'angoisse du vide et du rien. Un effet que l'on appelle liminal space. Ce sentiment de mal à l'aise que l'on ressent quand on découvre des endroits habituellement fréquentés est maintenant complètement vide. Par exemple, une classe ou une cour de récréation vide, un centre commercial abandonné lors d'une exploration d'urbex, ou même simplement son lieu de travail, mais sans que personne ne s'y trouve. Un sentiment inhabituel et bizarre qui fait froid dans le dos.
Des univers alternatifs au nôtre qui fait travailler l'imaginaire est une chose, mais un multivers à l'instar des films Marvel ou encore dans la série Slider les mondes parallèles, un monde identique au nôtre est-il réellement possible? Un monde parfait où une personne identique à nous ou notre semblable existerait, ou alors peut-être avec de légères modifications. Un monde où, par exemple, une couleur comme celle des bus de Londres ne serait plus rouge mais vert, ou alors avec des frontières redessinées, comme si l'issue d'une guerre était favorablement passée d'un camp à l'autre, à l'instar du livre de Philippe Cadic, Le Maître du Haut-Château. Que serait-il passé si l'Allemagne et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale? Mais seulement, est-ce réellement possible? Est-ce qu'un multivers existe-t-il? Eh bien, la question est très intéressante parce qu'actuellement, il n'y a aucune certitude de rien, et donc d'ouverture à de multiples théories. Si la réponse logique serait non, il se pourrait aussi que le non ne soit pas aussi catégorique, notamment quand on fait un tour du côté de la physique quantique et quand on tente de l'interpréter. L'une des hypothèses qui en découle explique qu'il existe une quantité énorme d'univers parallèles et que dans ces univers, il existe notre double, parfaitement identique en tout point à nous, qui a la même vie, les mêmes amis, les mêmes interactions et qui a fait les mêmes choix depuis le début de son existence. Des choix identiques aux nôtres, mais qui, un jour, face au choix qu'il a en face de lui, a plutôt décidé de faire l'autre à l'inverse de nous. Et cela a créé l'effet papillon. Vous savez, l'effet papillon, cette expression qui dit qu'un battement d'aile à l'autre bout de la planète peut provoquer des tempêtes à arriver à nous. C'est-à-dire que chaque chose que nous faisons, chaque choix, même un événement minime a des conséquences et des répercussions dans le temps, qui potentiellement peuvent changer de grandes choses dans l'ordre du monde. Le choix ouvre un éventail de nouvelles possibilités car entre le choix A et le choix B, c'est tout un univers différent qui peut se créer. On parlera d'ailleurs davantage d'un univers divergent que plutôt d'un univers parallèle. Et cette hypothèse en découle de la théorie d'Everett qui est une interprétation de la fonction d'onde en mécanique quantique. Donc, théoriquement, des univers parallèles, il y en aurait des centaines de milliards qui dépendraient des choix et de ses conséquences. Et bien évidemment, cela n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes théories car il faudrait une vidéo à elle seule pour explorer toutes les possibilités qui conduiraient à l'existence d'un multivers, mais si cela vous intéresse, je vous envoie aux excellentes vidéos de Balade Mentale et d'Hugo Lisoire qui explorent la question. Je vous mets les liens en description. Or si cela ne sont que de simples théories et que rien n'est concrètement prouvé, imaginons que de telles dimensions existent mais que simplement, de nos jours, nous n'avions pas encore percé tous les secrets, et nous n'avions pas encore découvert la clé qui nous permettrait de voyager d'un univers à un autre. Imaginons qu'un jour, alors que nous vaquons à nos occupations, une faille se réalisait. Oh, pas grand chose, mais peut-être suffisamment pour créer un passage entre nos deux dimensions. Et si vous traversiez l'un de ces passages sans vous en rendre compte? Et si à l'inverse, c'était un homme d'une autre dimension qui arrivait dans notre? Si vous souhaitez voir la version longue de cette histoire, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an. Le lien est en description et en fiche. Sinon, vous pouvez rester, je vais vous en faire un rapide résumé. Au Japon, en juillet 1954, à l'aéroport d'Haneda de Tokyo, un homme se présente pour un contrôle d'identité et va alors simplement tendre son passeport au douanier pour qu'il puisse faire une vérification anodine. Sauf que pour les douaniers, quelque chose cloche. Le pays d'où vient l'individu ne leur dit absolument rien du tout. Sur son passeport, qui semble bel et bien authentique, est inscrit comme pays d'origine Taured. Pour l'homme mystérieux, il n'y a rien d'anormal. Il sait d'où il vient et il est très sérieux. Il va même commencer à se mettre en colère et à sortir tous ses papiers pour prouver que ce n'est pas un fraudeur. Malgré que ces papiers ont l'air bel et bien authentiques, pour les autorités, cela ne change rien. Taured ne leur dit rien, ils vont donc présenter une carte à ce mystérieux voyageur. Désignant du doigt sur la carte où se situe son pays, il s'aperçoit que son pays n'est pas orthographié Taured, mais Andorre. Stupéfait et dans l'incompréhension, il essaiera de prouver par A plus B que ce n'est pas un menteur ni un escroc. Et en attendant que l'enquête se fasse, l'homme de Taured est placé au dernier étage d'une chambre d'hôtel avec 2 gardes postés devant sa porte.
Sauf qu'à la surprise générale, le lendemain matin, l'homme de Taured s'est volatilisé. Plus personne dans la chambre, il a complètement disparu, emportant avec lui son secret. Alors, suite à cette histoire incroyable, il y a plusieurs questions qui se posent. Laissé seul sous surveillance dans une chambre d'hôtel, comment a-t-il pu disparaître? Il n'a pas pu sauter par la fenêtre car il était tout en haut de l'hôtel. De plus, les deux gardes l'auraient vu s'il était parti par la porte de la chambre. Mais la vraie question à se poser, c'est qui est-il? Quel est ce pays qui se prénomme Taured et d'où vient-il réellement? Alors, suite à cette histoire, il y aura plein de théories. Mais celle qui reste est celle d'une faille dimensionnelle et qu'il viendrait donc d'un univers parallèle. Taured serait bel et bien Andorre, mais sans doute renommé dans le monde d'où il vient. Avec le temps et notamment avec internet, cette histoire sera relayée par de nombreuses personnes à travers le monde. Pour beaucoup, l'histoire est véridique et serait donc la preuve qu'un homme a bel et bien réussi à changer de dimension. Pour d'autres, tout cela est grotesque et n'est ni plus ni moins qu'une belle histoire de science-fiction inventée de toutes pièces. De plus, ça ne serait pas la première fois qu'une histoire d'un voyageur d'une autre dimension ou du futur arriverait, qui aurait donc les secrets de l'humanité en sa possession. Pour les plus connus, il y a John Titor, Andrew Carlson ou encore Rudolf Fenz, dont d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur eux si vous souhaitez en savoir plus. Je vous mets les liens en description. Mais il y en a bien d'autres des histoires de voyageurs, comme récemment sur TikTok, un Espagnol qui poste des vidéos très étranges et énigmatiques. Sur les vidéos, on le voit se balader dans les rues et quartiers espagnols. Mais ce qui est troublant et qui fait froid dans le dos, c'est qu'il n'y a personne. Absolument personne, pas une ombre d'âme qui vit à travers les multiples vidéos qu'il poste. Le jeune homme explique qu'il s'est réveillé dans un hôpital de Valence suite à une catastrophe dont il ignore tout. Dans l'hôpital se trouvait personne, et quand il est sorti dans la rue, il n'y avait également personne. Et en regardant de plus près, les différents appareils autour de lui indiquaient 2027. Dans un futur où l'espèce humaine a complètement disparu, il est seul à errer dans les rues en quête de nourriture et d'un moyen de communication. Ça serait sur la plateforme TikTok qui, semblerait-il comme les autres réseaux sociaux, serait un pont entre le passé et l'avenir. Alors bien évidemment, dans les commentaires, tout le monde dit que c'est impossible, qu'il est de notre époque et que tout cela n'est qu'une supercherie. Pourtant, quand les utilisateurs lui demandent d'aller dans des endroits spécifiques, des endroits où généralement il est censé y avoir du monde, personne ne s'y trouve. Gare, métro, centre commercial ou encore dans un hôpital, le temps semble s'être tout simplement figé et personne ne s'y trouve. Tout cela fascine les utilisateurs de la plateforme au point où le jeune homme, qui continuera à poster des vidéos de lieux, arrivera à attirer pas moins de 7 millions d'abonnés sur son compte. Alors bien évidemment, comme beaucoup de légendes urbaines, on aimerait bien que tout cela soit vrai. Mais il s'agit plus d'une ARG très bien ficelée qui répond directement en vidéo aux spectateurs. Si bien qu'il arrive à bien exploiter les interactions avec les abonnés, et donc de la plateforme TikTok. Et si cela vous intéresse, vous pouvez le suivre sur sa chaîne qui s'appelle Unico Sobrevivente. Je vous mets le lien dans la description. Petite parenthèse les amis sur les ARG, pour ceux à qui cela ne parle pas, en fait cela vient de l'abréviation Alternate Reality Game, que l'on pourrait traduire par jeu en réalité alternée. Il s'agit d'une fiction créée par un utilisateur et partagée dans le temps sur les réseaux sociaux. Cela peut être une série de vidéos ou alors de messages postés sur des forums, ou même sur Twitter. D'ailleurs on parlera plus de threads pour les messages. Généralement, les ARG exploitent aussi l'ambiguïté sur la véracité de l'histoire, et cela pour monter d'un cran dans l'immersion. Mais alors pour en revenir à l'homme de Taured, et une histoire qui date de bien avant l'ère d'Internet, qu'en est-il vraiment? Est-ce du vrai ou du faux? Eh bien étonnamment, il se pourrait bien que l'homme de Taured ait d'une certaine manière réellement existé. La première des questions que l'on peut se poser, c'est d'où provient l'histoire de l'homme de Taured. Comme je l'ai dit, bon nombre d'articles et de personnes ont relayé ce récit. Bien que certains détails changent, dans les grandes lignes, elles semblent identiques. Et pour une histoire comme celle-là, il suffit de se pencher du côté de la littérature. En 1999, l'auteur Thomas Limann
sortira un recueil de 62 histoires relatant des événements et phénomènes inexpliqués. Le livre en français se nomme Étrange mais vrai, des personnes mystérieuses et bizarres. Et parmi ces histoires, l'homme de Taured y est évoqué. En continuant notre chemin dans le passé, on peut s'apercevoir aussi que cette histoire est mentionnée en 1981 dans le livre de John Grant et de Colin Wilson, Le Directoire des possibilités. Dans le livre, il est mentionné qu'en 1954, un homme provenant de la nation Taured aurait été contrôlé par les autorités japonaises. Le livre est aussi une compilation d'histoires étranges et mystérieuses. Encore une fois, les histoires semblent être similaires et semblent être une reprise. Mais on peut se poser la question de savoir d'où est-ce qu'ils ont pu la dénicher. Eh bien les amis, c'est à ce moment-là que l'histoire de l'homme de Taured va se révéler. Ou du moins l'homme de Tuared. Vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Pour enfoncer dans le texte, nous aussi nous voudrions faire appel à vous. Jacques Bergier, auteur franco-polonais, ingénieur chimiste, membre de la Résistance, espion puis journaliste et enfin écrivain, il est fait chevalier de la Légion d'honneur et décoré en 1945. Un sacré personnage qui a une vie incroyable et qui mériterait bien une vidéo à lui tout seul. Et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour son passé historique, mais plutôt pour son côté écrivain. En 1964, 1970 et 1974, dans 3 de ses ouvrages, il parlera d'un mystérieux homme qui s'est fait arrêter au Japon. Pour synthétiser l'histoire qu'il a écrite, comme vous le savez sans doute, en 1954, le Japon est sous influence américaine suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président des États-Unis doit débarquer prochainement au Japon pour une visite diplomatique. Et ça, ce n'est pas du goût de tout le monde. En signe de protestation, des émeutes violentes ont lieu au pays du soleil levant. Pour le gouvernement nippon, ces troubles à l'ordre public est à l'origine d'agitateurs étrangers. De ce fait, ils vont décider de durcir les contrôles à l'entrée et au sein même du territoire. C'est là qu'un homme, un étranger résidant dans un hôtel au Japon, est soumis à un contrôle d'identité. Et là, même si le passeport semble sans défaut, rédigé en arabe, les autorités constatent que le pays d'origine est Tuared, un pays ne disant rien aux policiers. L'homme, se sentant offensé, fera même une conférence de presse pour se défendre, puisque c'est un diplomate et le fait qu'on ne le croit pas est une injure pour lui. Il dira que le pays Tuared est une région qui s'étend de la Mauritanie au Soudan, et incluant des pays comme l'Algérie. C'est à Tuared qu'est organisée la Légion arabe destinée à libérer tous les peuples arabes de l'oppression. Et s'il est actuellement au Japon, c'est pour acheter des armes. Alors les amis, si l'histoire se peaufine et commence alors à s'éclaircir sur ce mystérieux personnage, il y a toujours une question qui se pose, à savoir d'où est-ce que Jacques Bergier a tiré ces histoires. Et cette fois-ci, ça va être du côté de la presse que nous aurons des réponses, et plus précisément du côté de la presse canadienne. Dans un article du lundi 15 août 1960 du journal The Province, un homme prénommé John Alan Cushard Zegrus aurait voyagé partout dans le monde grâce à de faux papiers. L'homme en question se revendique être un Éthiopien naturalisé et agent des renseignements pour le colonel Nasser. Son passeport aurait été délivré à Tamanrasset, la capitale des Tuaregs, un lieu qui serait situé dans le sud du Sahara. L'article stipule aussi que John Zegrus aurait bien profité de son faux passeport pour voyager, mais qu'il a été stoppé net au Japon. Donc nous avons un article dans un journal canadien avec de grosses similitudes avec les récits de Jacques Bergier, savoir un étranger arrêté au Japon et qui prétend venir d'un pays qui n'existe pas, et pourtant mentionné identiquement comme Tuareg, un pays qui serait donc situé au Sahara. Alors quand on se penche sur la carte, il y a bien plusieurs choses qui font tilt. Déjà, dans l'article du journal canadien, on parle de Tamanrasset. Il se trouve que Tamanrasset est bel et bien une région située au sud de l'Algérie, dont le chef-lieu s'appelle également Tamanrasset. Par ailleurs, Tuareg ressemble étrangement à Touareg.
Pour rappel, les Touaregs sont un peuple nomade vivant dans le désert du Sahara et éparpillé en plusieurs tribus. Leur zone de vie est très large, touchant pas moins de 7 pays comme l'Algérie, le Niger ou encore le Tchad. Mais en plus de cela, il y a quelque chose que l'on sait dorénavant, c'est que cet individu a un nom et un prénom. Il ne faudra pas aller très loin pour en savoir plus, puisque l'histoire continue du côté du Japon. Et c'est un utilisateur du forum Reddit, avec la concordance de différentes informations, qui va mettre à jour un très vieil article d'un journal japonais. L'article parle également de John Alan Cushard Zegrus, et va même nous en dire beaucoup plus. Le 24 octobre 1959, plein d'assurance, un homme se réjouit et aborde un léger sourire en coin. Et pour cause, puisqu'il a réussi à entrer au pays du soleil levant. Accompagné de sa compagne, une belle et jeune sud-coréenne, ils prévoient ensemble de passer quelques mois paisibles au Japon et s'installent tranquillement dans une chambre d'hôtel de Tokyo. Sauf que les mois passent et les économies de John fondent comme neige au soleil. C'est alors qu'en décembre 1959 qu'il va avoir l'idée d'encaisser des faux chèques. Première destination, la Chase Manhattan Bank. Vêtu de ses plus beaux habits, John essaie d'encaisser un chèque de 200 000 yens et un autre d'une valeur de 50 000 yens, soit environ 1740 €. Sachant que cette histoire se passe en 1959, et avec l'inflation, la valeur d'époque était bien plus élevée. Mais voilà, ça donne à peu près une certaine idée. Malheureusement pour lui, cette fois-là, les agents ne sont pas dupes et flairent l'arnaque. John ne se démonte pas, il quitte la banque pour en trouver une autre, le bureau japonais de la Banque de Corée. Là, il tente de se faire remettre 100 000 yens, environ 700 €. Mais encore une fois, la vigilance des banquiers nippons le met en déroute. Pour John, c'est un échec. Les banquiers japonais sont bien plus méfiants que ce qu'il pensait. Il va alors devoir trouver une autre solution. Mais malheureusement pour lui, il est loin de se douter de ce qui se trame derrière son dos. Après ces tentatives de faire passer de faux chèques, les deux banques ont transmis la description de John aux forces de l'ordre. Alors même qu'il est convaincu d'être passé sous les radars, John fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Pendant plusieurs semaines, la police va traquer John. Méticuleusement, il collecte les preuves et récolte les témoignages afin de l'appréhender. Et c'est finalement le 11 février 1960 qu'ils vont mettre la main sur lui. Et quand John est arrêté, il crie à l'officier de colère qu'ils font une grave erreur puisqu'il est ambassadeur de Nageshi Abeshi, qu'il a l'immunité diplomatique et qu'il travaille même pour la CIA. Mais pour l'officier, ce pays ne lui dit rien. Il va alors lui présenter une carte sur laquelle John pointera du doigt l'Éthiopie. Menotté, il est immédiatement emmené au commissariat de police de Marunouchi, dans le quartier commercial de Tokyo. Et l'enquête est confiée à l'un de ses talents les plus prometteurs, Hatsuyuki Sasa, qui deviendra plus tard le premier chef du cabinet des affaires de sécurité du Japon. C'est là que l'homme commencera à narrer une histoire incroyable au point qu'Hatsuyuki Sasa l'inscrira dans ses mémoires publiés en 1999. Au moment où il a demandé à John Alan Cushard Zegrus de justifier ses actes, Hatsuyuki est stupéfait. John dira la même chose qu'à l'officier qui l'a arrêté, qu'ils ont fait une grave erreur et qu'il est un diplomate de la République de Negashi Abeshi. Par ailleurs, le passeport de John était épais, il avait beaucoup de tampons et indiquait qu'il avait été utilisé à maintes reprises. Mais le plus étrange, c'est que sur certaines pages, une écriture étrange apparaissait. Pour John, lui, tout était normal, il n'y avait rien d'étrange puisque c'est l'écriture de son pays, une écriture qui ressemble à de l'arabe. Hatsuyuki fait alors appel à des spécialistes qui lui confirmeront qu'il n'existait pas d'écriture similaire à celle du passeport. De plus, les divisions au Moyen-Orient et en Afrique des affaires étrangères ont confirmé qu'il n'existait aucun pays du nom de Negashi Abeshi. Par la suite, tout commence petit à petit à s'écrouler pour John, car le passeport est méticuleusement vérifié. Il s'agit bien d'un faux. De plus, dans l'hôtel où il résidait, la police retrouve des fragments de timbres d'émission, comme ceux figurant sur son passeport.
Après, il faut bien le dire, certains documents, comme un visa qui avait été délivré par l'ambassade du Japon à Taipei, étaient vrais. D'ailleurs, c'est sans doute ce visa qui l'a fait rentrer pour la première fois au Japon. Pour Hatsuyuki, les choses deviennent de plus en plus claires. John est en réalité un fraudeur, un mythomane qui invente tout. Mais malgré l'évidence, John ne baisse pas les bras et ses justifications ne vont pas s'arrêter là. C'est là qu'il relate son incroyable histoire. Il dira qu'il est né aux États-Unis, mais il a grandi en République tchèque et en Allemagne, puis ensuite au Royaume-Uni. Reconnaissant envers ce pays, il s'est engagé en tant que pilote de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, il dira aussi avoir été capturé par les Allemands durant la guerre. Poursuivant son histoire, il leur dira aussi qu'après la guerre, il a regagné les États-Unis, puis est devenu espion pour les Américains en Corée. Après cela, il est parti en mission spéciale avec la coalition arabe et est devenu diplomate pour Negashi Abeshi. Pour justifier sa visite au Japon, il dira qu'il a été envoyé pour recruter des militaires japonais et récupérer des armes afin de renforcer l'armée de la grande coalition arabe. En parallèle, sa femme coréenne est interrogée. Elle aussi avait en sa possession un faux passeport, mais pour elle, tout ce que disait John avait l'air vrai. Il semblait même désabusé et ne pas vraiment comprendre la situation. Alors tout cela est une bien belle histoire, mais vous en doutez, pour Hatsuyuki et les policiers japonais, personne n'y croit. Mais pour le bureau du procureur de Tokyo, cela soulève un autre problème. Si Nageshi Abeshi n'existe pas, d'où est-ce qu'il vient ? Le 10 août 1960, le tribunal de Tokyo reconnaît John Alan Kuchar Zegrus coupable de fraude et le condamne à 1 an de prison. Et dès que le juge finit de prononcer la peine, John saisit dans sa bouche un bout de verre qu'il avait dissimulé et tente de se trancher les poignets. En vain, il sera immobilisé et conduit à l'hôpital d'urgence et fera 1 an de prison par la suite. À sa sortie, il est expulsé vers Hong Kong. Quant à sa femme, elle sera reconduite en Corée du Sud. Jusqu'à la fin, il a maintenu sa version des faits, se disant diplomate international, et malgré tous les efforts des policiers, ils n'ont jamais su qui il était réellement. Selon donc toute vraisemblance, il semblerait que l'homme de Taured soit en réalité ce fameux John Alan Kuchar Zegrus, un escroc qui voyageait partout dans le monde avec de faux chèques et de faux papiers. Une histoire qui a ensuite été modifiée et réécrite à de multiples reprises, la transformant avec le temps en voyageur dimensionnel. J'en parle jamais, mais si vous souhaitez valoriser le travail qui est fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est pas grand chose, mais pour moi, même un petit clic, ça aide beaucoup. Cela fait très longtemps que je voulais faire cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. C'est une histoire fascinante qui se décante depuis les dernières années avec l'apparition de tous les derniers éléments, et notamment grâce au forum Reddit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, et si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.